Berkoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. À suivre sur Sud Radio, André Berkoff, envoyé spécial en Israël à quelques kilomètres du front et de la bande de Gaza. On sera avec André, le point sur la situation sur place et évidemment l'état d'esprit des populations, notamment toujours marqué par les massacres du 7 octobre. Mais avant ça, parlons d'un aspect très particulier de ces opérations qui se déroulent en ce moment même, ces opérations militaires. Les otages retenus par le Hamas qui ont été capturés par ces terroristes le 7 octobre dernier en Israël. Hier, Tsahal a annoncé la libération, probablement par la force, d'une de ses soldates. Elle s'appelle Ori Megidish. Mais la question qui se pose, c'est combien d'otages restent encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza? Combien y a-t-il de Français, ne serait-ce que de Français? Et comment se déroulent les négociations menées notamment par la France via le Qatar pour obtenir leur libération? On en parle avec notre invité Alain Rodier. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes un ancien officier supérieur de la DGSE, c'est les services secrets extérieurs français, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Comment se déroulent et avec quels intermédiaires les négociations menées pour essayer d'obtenir la libération de certains otages? Bon, d'abord, j'aimerais faire un préambule parce que à l'heure actuelle, j'entends sur les chaînes, etc., le droit de la guerre n'est pas respecté, etc. Je rappelle que le mouvement terroriste Hamas, avec d'autres mouvements, a mené des opérations qui sont absolument contraire à toutes les lois humanitaires et je dirais qu'il est responsable de crimes génocidaires et après avoir massacré un certain nombre de personnes dans des conditions absolument abominables, il a pris des otages, ce qui est également complètement hors de toutes les règles qui peuvent exister de par ce monde. Enfin, ceci paraît évident. Alors, ceci dit, alors oui, non, ça paraît évident, mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on est un petit peu trop dans un discours inverse en accusant Israël d'avoir commis un certain nombre de choses. Donc je tenais à faire ce point. Bon, écoutez, en tout cas, vous répondez à d'autres médias parce que sur Sud Radio, tout ce que vous venez d'énumérer, ça a été dit, ça a été redit. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'est pas une opération de guerre, c'est un pogrom, ça porte un nom, ça a été un massacre. Des gens ont été tués parce qu'ils étaient juifs en Israël par des terroristes du mouvement du Hamas. Là-dessus, tout le monde est d'accord, en tout cas autour de cette table. Pour ce qui est du reste, parlons quand même de cette opération militaire et notamment de ce défi, parce que effectivement, vous faites bien de leur dire, oui, prendre des otages, non, c'est pas respecter le droit de la guerre, on est tout à fait d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat. En revanche, tout ce qu'on sait, c'est que ça pose un défi supplémentaire, ne serait-ce que pour l'armée israélienne, ça pose aussi un défi supplémentaire pour les pays dont sont originaires parfois ces otages comme la France. Comment se déroulent les négociations? Est-ce qu'il y en a à l'heure actuelle? Il y en a certainement, mais là je reviens un petit peu sur mon propos. De toute façon, qui a les atouts à l'heure actuelle dans la main? C'est le Hamas et le djihad islamique palestinien, plus de 3 petits groupuscules qui ont également pris certains otages. Et puis il faut savoir que les otages, ça se vend. C'est-à-dire que ça s'échange entre mouvements, on se rachète, etc. Et je rappelle que ce style de mouvement, en général, a toujours utilisé les otages de façon à essayer de faire rentrer de l'argent. On se rappelle aussi le soldat Gilad Shalit qui avait été finalement échangé contre plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. 1000 voilà. pour être précis. Pour être précis, 1000 mais en 2 fois. Donc, sans compter le reste. Donc, il est vrai que le Qatar sert un petit peu d'intermédiaire parce que le Qatar a sur son territoire une représentation du Hamas, comme il avait au préalable une représentation des talibans. Donc, tout ça se passe effectivement via le Qatar. Cela dit, il faut... tous les cas que j'ai eu à connaître dans cette chose-là, ceux qui ont les cartes maîtresses, ce sont les preneurs d'otages. Parce que c'est eux qui négocient à leur prix en fonction de leurs propres intérêts. Bon, avec le nombre que le Hamas et les autres mouvements détiennent, il est vrai qu'ils vont pouvoir faire durer l'affaire pendant des mois, voire des années.
Donc c'est extrêmement difficile et je pense que Israël est tout à fait conscient de ce sujet et c'est horrible pour les familles et encore plus bien sûr pour les otages eux-mêmes, mais je pense que Israël considère que c'est un sujet, je dirais pas secondaire, mais qui arrive en deuxième, après avoir liquidé le Hamas. Malheureusement pour les familles. Oui, et malheureusement pour les familles et pour les otages. Dernière question, parce que c'est important malgré tout. Alain Rodier, quand la France dit qu'elle discute avec le Qatar pour essayer d'obtenir la libération de certains otages, imaginons qu'on l'obtienne, cette libération, qu'est-ce qu'on aura donné en échange? Parce que dans une négociation, c'est du donnant-donnant. Est-ce qu'on va vraiment payer le Hamas ou des groupes terroristes pour obtenir la libération de certains otages ou pas? Ah, ça, je me mets pas à la place des politiques, mais il y a eu beaucoup. La France a malheureusement une grande expérience de ce style de négociation. D'où ma question. Et sur d'autres théâtres, je dirais. Et heureusement, la France est parvenue, dans une grande majeure partie des cas, à sortir les malheureux de la situation où ils se trouvaient. Mais il est évident qu'il y avait des contreparties. Alors, de façon à ce que le politique reste net, si vous voulez, ce n'était pas forcément la France qui payait, mais c'était la société qui employait tel otage ou tel otage. Après, voilà. Donc, on peut toujours garder, et il faut toujours garder espoir, parce que moi, je partage totalement la peine et l'effroi des familles à l'heure actuelle, mais je crois que malheureusement, ce n'est pas l'objectif prioritaire des Israéliens à l'heure actuelle. Quand ils peuvent sauver un otage, ils l'ont fait, on l'a vu. Ils l'ont fait notamment hier, mais malgré tout, leur priorité numéro 1, c'est d'obtenir l'éradication du Hamas par la force en pénétrant dans la bande de Gaza. C'est l'objectif numéro 1. Et puis je rappelle que ce sont des opérations, même les opérations militaires sont très compliquées. Nous avons eu un otage, entre guillemets, qui s'appelait Alex, qui a été liquidé en Somalie. C'est toujours extrêmement dangereux, on l'avait vécu. On avait perdu aussi plusieurs membres des commandos du commando Hubert, notamment dans la libération d'autres otages. Là, c'était dans le Sahel, vous faites bien de le rappeler. Merci beaucoup pour cet éclairage, Alain Rodier, ancien officier supérieur de la DGSE. C'était justement l'organisation pour laquelle travaillait aussi Denis Alex, qui a été assassiné par les Chebabs somaliens. C'était un otage français. Merci à vous pour cet éclairage. Tout de suite,